Donc effectivement, donc je vais parler de climat urbain, plus particulièrement de microclimat urbain, mais on va aborder un petit peu l'impact des changements climatiques aussi dans cette présentation. Et je vais aborder aussi beaucoup les aspects interdisciplinaires, en quoi l'étude donc, du climat en ville requiert des recherches interdisciplinaires et un peu dans différents domaines. Et donc, c'est des travaux qui ne sont pas que de moi, mais qui ont effectivement été menés avec plein de collaborateurs, donc en météorologie, mais aussi des architectes, des sociologues, des juristes, des socio-économistes, des hydrologues, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment un panel de travaux. Donc, un petit élément de contexte d'abord, donc sur les villes et le climat. Donc, c'est d'un point de vue macro. Donc, les villes, c'est 2,7% des terres émergées. Donc, c'est quand même une toute petite surface, mais ça concentre énormément de population à échelle mondiale et aussi donc d'activité économique, ce qui peut se retrouver dans le produit intérieur brut. Donc, 80% est concentré dans les villes. Donc, c'est un élément qui, d'un point de vue sociétal, est quand même très particulier par rapport à l'ensemble donc, des surfaces terrestres. Et c'est aussi un lieu où il y a 70% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour les villes, ou en ville, ou pour les villes. Voilà. Donc, ça, c'est d'un point de vue macro. Et il y a aussi, donc, en lien avec le climat, des impacts du changement climatique. Donc ça, c'est reconnu maintenant qu'il y a donc des impacts du réchauffement climatique en ville qui sont particuliers, que les villes vont exacerber ces impacts. Donc c'est par exemple dans le rapport de l'IPCC donc, de 2014. Donc, le réchauffement climatique va augmenter les risques pour les gens, pour l'économie, pour les écosystèmes, etc. Et ça, c'est via différents impacts possibles, comme le stress thermique, dont je parlerai beaucoup dans la présentation, les extrêmes de précipitation, les inondations côtières, etc. Voilà. Et donc ça, avec un très haut degré de certitude. Donc ça a impliqué au niveau de l'ONU donc différentes actions. Donc au niveau de l'OMS, au niveau de l'OMM, donc l'OMM c'est l'Organisation météorologique mondiale, donc c'est un organe de l'ONU qui est basé à Genève. Et et à l'OMM, donc à plusieurs programmes, dont un sur la recherche sur la météorologie et sur le temps. Et donc dans ce programme, il y a 4 axes principaux, dont 2 maintenant font référence à l'urbain. Donc ça c'est assez récent, parce qu'avant l'Organisation météorologique mondiale, et la météorologie en général, c'est les anticyclones, les dépressions. Quand on va à petite échelle, ça peut être les brises de mer, les écoulements en montagne. Mais les villes, c'est vraiment tout petit, d'un point de vue météorologique. Donc c'est quelque chose qui était assez peu abordé en météorologie, et c'est assez récent que ça vienne sur le devant de la scène au niveau mondial, au niveau de l'OMM. Et ça, c'est à cause des impacts que ça a, de manière générale, sur la société. Donc, les 2 programmes, il y a l'impact sur les phénomènes extrêmes, d'une part, et un thème spécifique sur l'urbanisation, en particulier dans les mégapoles, mais pas seulement. Et ça relève, donc je ne vais pas détailler là, mais il y a des questions scientifiques spécifiques liées à ces problèmes-là, et à ces problèmes d'échelle. Donc mon exposé va se dérouler comme ça. Donc je vais présenter un petit peu le climat urbain de manière générale, puis les enjeux liés au système ville, et après donc, des études sur l'adaptation des villes au changement climatique. Donc là je vais commencer par une introduction, et après sur un peu comment on observe le climat urbain. Voilà, donc le phénomène principal du climat urbain, il y en a plusieurs, ça peut affecter les précipitations, etc. Mais l'effet principal, c'est l'îlot de chaleur urbain, le fait qu'il fait plus chaud en ville qu'à la campagne. Et ça, c'est pas moi qui le dis le mieux, c'est Maupassant. 1855 dans Bel Ami. Donc, ils prirent un fiacre découvert, gagnèrent les Champs-Élysées, puis l'avenue du Bois de Boulogne. C'était une nuit sans vent, une de ces nuits d'étuve où l'air de Paris surchauffé entre dans la poitrine comme une vapeur de four. Alors là, dans cette citation, il y a énormément d'informations et ça décrit vraiment très bien les phénomènes liés à l'îlot de chaleur urbain. Donc déjà, il fait plus chaud en ville que dans les zones à la campagne, c'est pour ça qu'ils quittent Paris pour aller vers le Bois de Boulogne.
Après, ça arrive quand? Bah, ça arrive par une nuit sans vent. Donc, cet îlot de chaleur va être fort surtout la nuit. Donc, la différence de température, le jour, on ne va pas avoir une différence très forte. Et la nuit, par contre, on peut avoir une différence importante entre le centre-ville et la campagne. Donc, c'est les nuits. Les nuits sans vent, donc les nuits calmes, ça veut aussi dire qu'il peut y avoir des jours où il n'y a pas du tout d'îlot de chaleur urbain. C'est-à-dire quand il y a du vent, quand il y a de la pluie, tout ça, la température elle est bien homogène partout. Par contre, donc, une nuit anticyclonique sans vent, là, c'est favorable à l'îlot de chaleur urbain. Et où l'air de Paris surchauffé entre dans la poitrine comme une vapeur de four, ben ça fait directement référence à des impacts sanitaires, à des considérations de confort. Donc là, voilà, on n'est pas bien, le corps n'arrive pas à récupérer de la chaleur de la journée pendant la nuit, et ça aggrave les phénomènes liés au stress thermique. Et le dernier élément dans ces citations, qui n'est pas dans les citations, c'est que ça a été écrit en 1855, donc avant le réchauffement climatique. Donc c'est un phénomène qui est complètement indépendant du réchauffement climatique, mais qui du coup va s'y ajouter. Et en période de canicule, ben on va avoir la surchauffe liée aux canicules et en plus à l'îlot de chaleur. Il faut voir que maintenant on peut avoir 10 degrés d'écart, typiquement certaines nuits, entre le centre de Paris et la campagne. À Toulouse, on peut avoir 4 à 6 degrés. Donc c'est quand même assez significatif. Et la question, c'est à quoi c'est dû. Alors, voilà, donc premier message. Hein, si vous repartez avec quelque chose, c'est que ce n'est pas lié au CO2. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on a déjà vu dans un article dans Le Monde où il y avait un bureau d'études qui avait fait une étude sur la Tour Eiffel, et s'il végétalisait toute la Tour Eiffel, ça captait du CO2, et donc ça limitait l'îlot de chaleur urbain autour de la Tour Eiffel dans un rayon de 500 mètres. Voilà. Alors là, en fait, c'est les gens, ils ont à l'esprit que le réchauffement climatique est créé par les émissions de CO2, et donc comme il y a beaucoup d'émissions de CO2 en ville, ça crée aussi l'îlot de chaleur urbain. Alors que ça n'a strictement rien à voir, ce n'est pas du tout les mêmes échelles de temps. Le réchauffement climatique, c'est à l'échelle du siècle. L'îlot de chaleur urbain, c'est des phénomènes beaucoup plus rapides. Il se crée en une nuit, il peut disparaître le lendemain et revenir le surlendemain. Donc ce n'est pas du tout lié aux émissions de CO2. Donc en fait, c'est lié à quoi? C'est lié principalement à l'imperméabilisation des surfaces. C'est qu'on a remplacé les surfaces naturelles par de la brique, du bitume, du béton, etc. Et donc qu'est-ce qui se passe? À la campagne, en journée, on a le soleil qui va chauffer, et donc l'énergie à la campagne va être en fait consommée par les plantes pour évaporer l'eau du sol qui est sous forme liquide et l'évaporer sous forme vapeur. Donc ça, on puise la chaleur latente, on transforme l'énergie radiative qui arrive du soleil en énergie latente, donc en évaporation. Alors qu'en ville, on va chauffer un peu l'atmosphère, mais on va aussi chauffer les bâtiments, les briques, etc. Donc vous mettez la main sur un mur qui a été au soleil, vous voyez bien qu'il a chauffé. Et donc après, cette chaleur qui a été emmagasinée pendant la journée, elle est restituée pendant la nuit. Et donc ça empêche l'air au-dessus de se refroidir aussi vite qu'à la campagne. Parce qu'on continue à chauffer par... Donc évidemment, en bordure de ville, on va avoir de l'air frais qui arrive de l'extérieur, mais ça va limiter donc, le refroidissement. Et il y a aussi donc, des dégagements de chaleur directement par les activités humaines, mais ce n'est pas la source principale. L'énergie qui est stockée, relâchée, qui vient du soleil, c'est typiquement, en été, ça va être les 4/5e, voire plus, de l'îlot de chaleur urbain. Et ce qui vient des activités humaines, le trafic, et puis surtout en été, ça peut être la climatisation, ça joue un petit peu, mais ça va jouer typiquement sur 1 degré. Quoi. Donc on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Donc, ça, c'est un peu les grands phénomènes. Et après, donc, je vais me présenter maintenant un peu comment ça a été observé dans le passé. Donc, les observations ont commencé typiquement au 19e siècle. Donc, le premier, c'est Luke Howard en 1920-1930 sur Londres, avec 2 stations, qui avaient un îlot de chaleur d'à peu près 2 degrés. Et puis, il y a aussi donc, d'autres études qui ont été faites ensuite, Émile Renou, par exemple. Donc là, qui se posait la question de comment est-ce qu'on fait pour mesurer les différences de température entre la ville et la campagne, comment mesurer le climat en ville.
Et ça, c'est des problématiques qui sont toujours d'actualité actuellement, et il n'y a toujours pas de référence sur comment est-ce qu'on peut faire une mesure en centre-ville ou dans des quartiers. Donc, il y a des règles de bonne pratique, mais il n'y a pas de référence. Et les stations météorologiques standards, en général celles qui sont sur les aéroports, il leur faut 1 hectare d'herbe et être au milieu pour être classées comme bonnes, quoi. Ça, c'est des choses qu'on n'a jamais en ville, par exemple. Donc, il y a eu d'autres études. Donc là, c'est un peu plus tard, donc en 1936. Donc ça, c'est des études sur Toronto, où ils montraient donc qu'il y avait l'îlot de chaleur urbain, c'est pas forcément que lié à la ville. Donc dans des situations, une ville continentale, pas de vent, effectivement, la ville va avoir un effet prépondérant. Dès qu'il y a des vallées, dès qu'il y a du relief, dès qu'il y a une côte, ben là on a des interactions d'effets et ça rend les choses beaucoup plus complexes. Donc ça, c'était juste pour souligner, ça a été observé donc, au milieu du XXe, mais c'est toujours des problématiques actuelles. Donc ensuite, les observations pour comprendre les phénomènes, pas juste décrire les îlots de chaleur urbains, mais comprendre les phénomènes, ça a commencé dans les années 70, en particulier au Canada, avec Tim Hawke, donc, qui avait fait donc, là, une expérience pour mesurer les échanges radiatifs entre les parois et le sol, et comment l'énergie était stockée. Donc ça, cette forme de canyon urbain, c'est quelque chose qui est toujours utilisé maintenant dans tout ce qui est paramétrisation des villes dans les modèles météo, parce que en fait, c'est l'héritage de ces études-là, de formes urbaines un petit peu idéales. Ceci dit, les canyons urbains, on voit que c'est pas complètement absurde. Ça, c'est le centre-ville de Montréal, par exemple, où il y a eu une campagne en 2008, là, donc sur le centre-ville. Donc des campagnes, là, Montréal, c'était en hiver. Donc l'idée, c'était de voir aussi les interactions avec la neige, les chutes de neige. Montréal, on peut y avoir, je crois qu'ils avaient vu 4-5 mètres de chutes de neige dans l'hiver. Donc c'est des choses qui sont un peu particulières. Voilà. Donc ça continue comme ça avec ce type de mesures. Et nous, on en avait fait à Toulouse. En 2004-2005, c'était la campagne Capitoul. Et donc là, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est le toit du Monoprix, en centre-ville. Parce que réussir à mettre un mât de mesure de 30 mètres sur un toit plat à Toulouse, le plus dur, c'est de trouver le toit plat déjà. Voilà. Donc on avait trouvé donc, le toit du Monoprix, et donc un mât pour mesurer les échanges. Et donc ça, avec cet instrument, est-ce que vous savez ce que c'est? Les noms météo. Voilà. Et bien ça, c'est un anémomètre. C'est comme les coupelles qui mesurent le vent, sauf que ça le fait en mesurant les ultrasons. Et ça permet de mesurer les mouvements turbulents dans l'atmosphère au-dessus de la ville. Et donc comment la ville va chauffer directement l'atmosphère au-dessus. Donc c'est avec ça qu'on quantifie les échanges de chaleur, etc. Voilà. Donc dans cette campagne, on avait aussi mis des stations, 26 stations pour mesurer l'îlot de chaleur sur Toulouse. Donc là, c'est une nuit de juillet où on a quand même 6 degrés d'écart entre le centre-ville et l'extérieur. Et donc ça, maintenant, ça a été repris par Toulouse Métropole, c'est cette problématique. Et donc il y a un réseau maintenant de 60 stations qui est installé par Toulouse Métropole, donc en collaboration avec le CNRM, pour justement quantifier, avoir une meilleure connaissance de l'îlot de chaleur urbain et pouvoir produire après des services climatiques à la destination des habitants. Donc là, par exemple, c'était la canicule de 2017 où il y avait un îlot de chaleur de près de 5 degrés entre le centre-ville, donc la station qui est à la Balade, qui est à gauche, et puis une station à Brax. Donc juste quelques mots sur ce réseau, on l'a mis en utilisant nos connaissances un peu de l'organisation et puis des mesures avec une voiture instrumentée. Donc on voit là, par exemple, il y a 5 degrés d'écart, dans 7 degrés d'écart entre les champs là près de Cornebarieux, entre Cornebarieux et Pibrac, où c'est vraiment frais, et des zones plus chaudes, donc vers le centre-ville, mais aussi vers les zones d'activité là-haut de Saint-Jory. Et ça, on ne sait pas encore vraiment pourquoi c'est aussi chaud que ça ici, par exemple. Donc ça, c'est encore des objets de recherche. Voilà, donc si vous voulez, il y a une petite vidéo qui présente ce réseau de mesures sur le site de Toulouse Métropole.
Et ça permet de faire des premiers services climatiques, comme par exemple des cartographies qui ont vocation après à être en temps réel de l'îlot de chaleur urbain ou juste simplement des températures sur la ville. Voilà. Donc, d'un point de vue d'observation, donc il y a ces effets-là, il y a déjà, c'est là qu'on commence à voir la complexité du système ville, c'est que les citoyens peuvent aussi être acteurs de l'observation du climat dans leur ville. Donc ça, c'est par exemple l'utilisation de stations Netatmo, donc c'est des stations de ce type-là qui sont ou pas mises sous abri par les habitants, mais qui sont des stations connectées. Et donc il y en a sur la région parisienne, par exemple, il y en a 10 000. Voilà, à comparer à la vingtaine de stations de Météo France, par exemple. Donc il y a 10 000 stations, et ça permet, même s'il y a beaucoup d'erreurs sur ces stations et qu'il faut en filtrer à peu près la moitié, parce qu'il y a des gens qui les mettent en plein soleil, parce qu'il y a des gens qui les mettent chez elles, parce qu'il y a des gens qui mettent ces stations dans la cave pour vérifier la température de la cave. Bon, après, une fois qu'on a fait tous ces filtres, on peut quand même estimer l'îlot de chaleur urbain. Donc ça, c'est une quantification donc, sur Paris sur un mois de juin. Et autre élément qui montre un peu la complexité du phénomène, c'est les Chinois qui sont recordman du monde pour la tour météo d'observation. Donc ils ont une tour de 300 mètres en plein centre-ville, à quelques kilomètres juste de la place Tiananmen. Comment est-ce qu'ils ont fait pour installer une tour de 300 mètres au milieu de bâtiments de 20 étages? On est en Chine. Simplement, la tour, ils l'ont installée en 1970. En pleine campagne. Et depuis, il y a Pékin qui a grossi, et maintenant la tour elle est en plein centre-ville avec des immeubles de 20 étages autour. Donc ça c'est juste pour montrer que la ville c'est pas un système qui est figé, ça évolue et ça a aussi, après donc des implications sur comment est-ce qu'on étudie et quel impact ça a sur son microclimat. Donc justement je vais passer maintenant un peu faire un lien sur le système ville et qu'est-ce qui interagit sur la ville. Donc, d'abord, décrire un peu les interactions systémiques et après montrer une étude qu'on a faite sur un quartier de Toulouse. Donc, la ville, c'est un peu une concentration de tout. Hein. Il y a des bâtiments, il y a des infrastructures, il y a des gens qui manifestent pour le climat. Et il y a de la pollution, des problèmes environnementaux. Et là, j'ai montré les photos du Capitole. Bon, là, c'est au moment où ils ont fait le parking du Capitole. Parce qu'en fait, c'est aussi une concentration d'endroits où sont prises des décisions. Au niveau des collectivités territoriales, au niveau des agences. Donc, il y a aussi tout cet aspect gouvernance qui entre en jeu quand on veut étudier la ville. Donc là, pour présenter, donc je vais me baser sur une présentation de Francesca Hanf de l'Université d'Hambourg, donc une présentation que j'ai vue la semaine dernière à l'AMS, qui a fait un modèle conceptuel pour décrire un peu toutes ces interactions pour des problèmes qui n'étaient pas le microclimat urbain, qui étaient des problèmes d'inondation en ville, mais qui sont un peu reliés. Voilà. Et donc en fait, elles ont fait plein d'entretiens avec différents acteurs, ce qui a permis de synthétiser ça sous 4 gros blocs pour le système urbain. Donc l'environnement, tout ce qui est la population, la morphologie urbaine, c'est-à-dire les bâtiments, les routes, etc., les infrastructures, et la gouvernance. C'est pour ça que tout ce qui est prise de décision, ça va interagir, ça peut interagir sur l'environnement. La morphologie urbaine influe évidemment sur l'environnement, ça on l'a vu, ça peut être lié au chaleur urbain, ça peut être la déviation de précipitations, etc. La population est sensible à l'environnement et a un impact sur l'environnement, etc. Donc il y a ces aspects-là. Ce qui peut être intéressant, c'est que l'environnement peut aussi avoir de l'impact sur la morphologie urbaine ou de l'impact sur la gouvernance, via les événements rares, les événements extrêmes. Donc ça, c'est typiquement, en période de canicule, ça va être les fissures dans les maisons, à cause des sécheresses. Ça peut être les inondations, les digues qui se rompent, etc. Et ça va être via, en fait, la prise de conscience de la problématique liée à un aspect environnemental par la gouvernance. Donc ça peut être, par exemple, la canicule de 2003 avec les 15 000 morts à Paris. Ça a vraiment frappé l'opinion. Et c'est à partir de ce moment-là que la mairie de Paris et les organisateurs ont commencé à
se poser la question de mais qu'est-ce qu'on fait en période de canicule à Paris? Donc après, je ne vais pas détailler les 3 slides qui viennent, mais c'est juste pour montrer qu'on peut aller dans le détail de décrire c'est quoi la gouvernance, c'est quoi l'environnement, c'est quoi la population, quelles sont les interactions, etc. à l'intérieur. Bon, juste pour montrer que ça peut être assez compliqué. Voilà, mais comme Francesca n'a pas tout détaillé là, je ne vais pas détailler non plus, parce que c'est... Hop, je ne sais pas, voilà. Donc c'est juste pour montrer qu'il y a plein d'interactions. Donc là, sur la morphologie, on voit il y a des aspects liés à la densité des bâtis, au type de bâtiment, aux infrastructures vertes et bleues, etc. Donc là, on a tout ça qui va jouer. Donc là, c'était la relation entre système-ville et son environnement proche. Et maintenant, si on veut aller au niveau du climat, donc un peu plus haut, là, on va avoir 2 changements qui vont impacter. Donc le changement climatique, qui va impacter tout le système, et aussi tous les changements socio-économiques, qui là peuvent être des changements démographiques, de vieillissement de la population, d'expansion urbaine, donc, et d'expansion démographique aussi. Ça peut être des inégalités. Voilà, donc tout ça, ça va aussi impacter le système, et qui va interagir à nouveau en fonction donc, de ces forçages-là, qui sont plutôt extérieurs au système qui est la ville. Donc là, on voit que si on veut étudier la ville et le climat, ou même la ville et l'environnement, ça va nécessiter de forcément travailler avec des gens spécialistes de tous ces domaines-là. Et ce n'est pas juste en météorologie qu'on va du coup étudier le microclimat urbain. Parce que ça, c'est juste cette partie-là, un petit peu en relation avec ça, mais c'est en interrelation avec tout le reste. Par exemple, si on veut travailler sur l'adaptation durable des villes, ça peut permettre faire de l'adaptation au changement climatique et de la mitigation du changement climatique, combinés, qui interagissent à la fois sur réduire le réchauffement climatique et aussi faire en sorte que ça améliore les changements socio-économiques, par exemple. Donc ça, c'est des questions qui se posent. Donc là, je vais juste montrer un exemple lié à cette interaction-là entre environnement, population et morphologie urbaine. Donc qui est un projet qu'on a fait sur Toulouse, donc qui était piloté par l'université Jean Jaurès et copiloté par Aude-Le-Bonsier au CNRM. Donc l'idée, c'était d'étudier donc des quartiers urbains où il y a des fortes nuisances, donc des nuisances environnementales, des patchwork typomorphos et aussi donc, des zones de mixité sociale et aussi des zones d'autres problématiques. Voilà. Et donc, c'était des quartiers qui ont été identifiés typiquement par les sociologues comme des quartiers intéressants où il y avait beaucoup d'inégalités donc, au sein des quartiers et de problématiques environnementales. Donc là, par exemple, le quartier qu'on a étudié sur Toulouse, donc c'est la boucle sud du périph'. Donc c'est sous l'axe de l'aéroport Blagnac. C'est juste à côté du périph', donc là, il y a aussi plein de bruit. Il y a de la pollution. Et bon, là, c'est un exemple donc, vu depuis le pont. Et on regardait ce quartier-là aussi qui était ici. Voilà. Donc, l'idée, c'était d'étudier donc, ça. Donc ça a été fait dans le projet Eureka, donc avec plein de gens qui sont de plein de laboratoires différents et plein de disciplines différentes. Il y avait des urbanistes, voilà, des ateliers d'urbanistes, des sociologues, etc. Donc dans ce projet, donc on a fait 5 campagnes expérimentales, donc une à Marseille, une à Paris et 3 à Toulouse, sur le quartier que j'ai présenté, où à chaque fois, donc, il y avait des mesures fixes, donc des mesures qu'on faisait avec, on se trimballait d'un point à un autre avec une station météo portative et d'autres capteurs que je montrerai après. Et puis en parallèle, il y avait des questionnaires aux habitants ou à des gens extérieurs au quartier qui venaient participer à l'expérience pour faire donc, des mesures synchrones. Voilà. Donc là, pour les mesures environnementales, par exemple, donc il y avait différents points qui avaient été pré-identifiés par des questionnaires et des parcours libres avec les habitants. Donc ça, c'est un point particulier
du quartier parce que là, c'est un lieu de convivialité au milieu d'une barre d'immeuble, par exemple, des choses comme ça. Et donc, on se plaçait donc, sur chaque point, et sur les points T1, T2, T3, on faisait des mesures micro-météo, des mesures radiatives, donc température de surface, et des mesures de bruit. Donc ça, c'était les acousticiens donc, de l'IFSTAR à Nantes qui participaient à la campagne. Donc, par exemple, la micro-station météo qu'on portait sur les épaules, c'était pas léger, hein, surtout quand on faisait au total 20 km de marche, parce qu'on faisait des mesures toutes les 3 heures quand même, pendant 3 jours. Donc là, on avait donc la station météo avec des abris ventilés ici, là, et puis des mesures de globe noir. Donc ça, c'est pour avoir un peu une mesure du confort thermique que peut ressentir la personne, puisque nous, on est sensible typiquement à la température, au vent, mais aussi au rayonnement qui est reçu et à l'humidité. Bon, l'humidité, là, c'est pas pris en compte dans le globe noir, mais donc il y a celui-là qui a l'inconvénient de réagir assez lentement. Donc il y avait aussi des globes gris, qui sont en fait des balles de ping-pong peintes avec une certaine peinture grise et avec un capteur de température intérieur. Donc ça, c'est normalisé. Comment faire? C'est pour le confort extérieur. Et ça, c'est plutôt en fait bien pour le confort intérieur. Voilà. Et donc, on faisait ces mesures-là. Et ça permettait de croiser après aussi avec ce que pouvaient indiquer les gens. Et en parallèle, donc, il y avait les questionnaires. Donc on leur demandait d'écrire en 5 mots l'endroit où ils étaient. Et après, de donner leur ressenti vis-à-vis de la température, du vent, du bruit, de la qualité de l'air, d'autres choses comme la sécurité, sur est-ce que le lieu est agréable, etc. Voilà. Et donc ça permettait de trouver qu'il y avait des lieux qui étaient plus bruyants que d'autres, mais ceci dit, il était bruyant, mais il était aussi animé. Voilà, parce qu'il y avait du passage, parce qu'il y avait des commerces, etc., qui est le seul lieu du parcours où il y avait des commerces, par exemple. Et celui-là, par contre, il était plutôt calme, arboré, mais enclavé. Donc voilà, il y a toujours c'est pas toujours du tout ou rien, quoi. Voilà. Et donc ça permettait de faire donc, des diagnostics participatifs des lieux, donc sur les 6 lieux qui avaient été observés, et après donc travailler avec donc, les ateliers Lyon qui sont un cabinet d'urbanistes pour voir comment ça pourrait être amélioré. Et ça a permis en fait de bâtir une méthodologie pour dire voilà, si vous voulez faire une rénovation environnementale d'un quartier, on vous recommande de faire des mesures plus simples que ce qu'on a fait en amont pour pouvoir identifier un peu les points à améliorer dans le quartier et bien cibler les différentes actions à faire. Voilà. Donc ça, c'était un peu le projet. Donc on a fait aussi un petit peu de modélisation numérique où on avait couplé donc, les modèles météo avec les modèles d'acoustique pour faire par exemple des cartes de bruit, voilà, ou les modèles de propagation de qualité de l'air à haute résolution. Donc ça, c'est le quartier où il y avait après quelques scénarios de fait. Voilà. Donc ça, c'est juste un exemple en fait de projet interdisciplinaire sur le réaménagement, sur la méthodologie de réaménagement de quartier. Donc maintenant, je vais passer au 3e point, sur l'adaptation des villes au changement climatique. Donc là, on rajoute un élément supplémentaire qui est le réchauffement climatique et comment ça impacte notre système urbain et comment le système urbain va répondre à cet impact. Donc, j'ai présenté un peu l'introduction et les méthodologies qu'on utilise pour évaluer les impacts futurs de stratégies d'adaptation. Après, je présenterai quelques stratégies d'adaptation et je finirai sur la co-construction avec les acteurs. Voilà. Donc, sur l'adaptation des villes au changement climatique, pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'adapter les villes au changement climatique, hein? Bon, il y a le rapport de l'IPCC qui le dit, mais effectivement, tous les phénomènes extrêmes, en général, leurs conséquences sont exacerbées en ville. Une inondation parce que l'eau s'écoule sur les rues et ne peut pas s'infiltrer, la chaleur parce qu'il y a eu de chaleur urbaine et parce qu'il y a plus de gens qui sont exposés. Voilà. Donc, on va avoir ces problématiques. Donc là, par exemple, c'est une vision d'architecte de comment est-ce qu'on pourrait des
des autoroutes à vélo au niveau des toits avec de la verdure, etc. Donc, ça cogite. Et la problématique, quelque chose qui permet bien voilà, de dire il va falloir quand même faire quelque chose. On ne sait pas quel va être le réchauffement climatique, ça va dépendre des politiques mondiales de réduction de gaz à effet de serre, de l'évolution économique mondiale, des choses comme ça. Donc on a quand même une grosse incertitude sur quel va être le réchauffement climatique. Et si on est dans un scénario plutôt pessimiste, donc c'est un papier qui est assez vieux, hein, c'est du 2006, mais travailler comme ça en analogue, ça parle bien, c'est Paris pourrait se retrouver avec le climat de l'Andalousie. Marseille, pareil. Alors peut-être que Marseille est un petit peu adapté au climat de l'Andalousie, on va se dire que Paris, pas trop, quoi. Et ça frappe bien les esprits. C'est cette façon de présenter les choses aux différents acteurs. Donc voilà, il va falloir quand même faire quelque chose. Et donc, il faut voir aussi, voilà, on va dire, bon, on va se retrouver en Andalousie, mais après, quel va être l'impact, qu'est-ce que ça va faire, etc. Donc là, on a différents outils pour mesurer donc, les impacts du réchauffement climatique en ville. Et l'outil principal, c'est quand même la modélisation sur ordinateur, parce que le problème, c'est qu'on veut évaluer quelque chose qui va être dans le futur. Donc on ne va pas pouvoir l'observer. Donc il y a la méthode aussi de se dire, on va se placer dans un cas passé qui va être 2003. Maintenant, on a aussi 2019, où il y a des canicules très fortes. On va se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé en 2019 ? Donc ça, on peut déjà observer en se disant, ça va être une canicule qui va arriver une fois sur deux en 2050-2070. On peut se dire, voilà, ça va être cet impact-là. Par contre, si on veut évaluer des stratégies d'adaptation, si on change notre ville comme ça, quel impact ça va être ? Là, à nouveau, on va devoir avoir recours à la modélisation numérique. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Donc, typiquement, on utilise un modèle météorologique. Donc, comme pour ceux qui ne savent pas, un modèle météorologique, c'est l'atmosphère qui est découpée en boîtes. Voilà, donc, et donc dans chaque boîte, il y a la température, le vent, les nuages, l'humidité, etc., la pression, et ça se promène dans ces boîtes-là. Et à la surface, il y a la surface terrestre, qui peut être de l'océan, qui peut être des surfaces végétales, ou qui peut être de la ville. Le problème de la ville, c'est qu'on a des bâtiments, c'est super très fin, et les mailles qu'on a là, dans les modèles climatiques, c'est la centaine de kilomètres. Dans les modèles de prévision régionale climatique, c'est plutôt de l'ordre de la dizaine de kilomètres. Maintenant, ça commence à être vers 2 kilomètres. Pour les modèles de prévision du temps, c'est de l'ordre de 1 kilomètre. Pour les modèles de recherche, c'est de l'ordre de 100 mètres. Mais ça veut dire que de toute façon, on ne peut pas avoir représenté explicitement tous les bâtiments. Donc ça, pour faire ça, on doit faire des paramétrisations. Donc typiquement, c'est là que revient le canyon urbain dont j'ai parlé au début, qui permet d'expliquer la plupart des processus physiques d'échange énergétique qui ont lieu entre l'atmosphère et la ville, parce qu'il y a du piégeage radiatif dans le canyon, parce qu'il y a beaucoup de surfaces en contact pour échanger ou pour stocker de l'énergie. Donc ça permet de faire des modélisations qu'on met à la base donc, de notre maille quand il y a de la ville, et quand il y a de la végétation, on met de la végétation. Et voire on mélange les deux, quand il y a de la végétation et de la ville. Voilà. Donc ça, c'est typiquement les modèles qu'on développe donc, au CNRM depuis 20 ans, de travailler donc, sur ces aspects-là. Et le fait de vouloir travailler sur les impacts, ça a nécessité de travailler, de rajouter des éléments comme par exemple donc, la végétation, pour regarder, voilà, parce qu'il y a beaucoup de stratégies d'adaptation qui sont liées à rajouter de la végétation. Donc ça, c'est un exemple donc, où on voit que le rayonnement va être absorbé, il va y avoir des surfaces d'ombre, l'énergie absorbée va être relâchée en énergie latente en grande partie, donc ça va modifier voilà, le microclimat local. Donc le modèle peut permettre voilà, de représenter l'impact sur la météorologie locale. On peut estimer la consommation d'énergie des bâtiments aussi, avec un module de thermique des bâtiments. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait plus avec des thermiciens, des spécialistes de la thermique, où donc, à l'intérieur, on met des vitres sur le bâtiment, on estime les charges à l'intérieur, et suivant l'usage du bâtiment, est-ce que c'est plutôt résidentiel, est-ce que c'est plutôt du commerce, est-ce que c'est plutôt des bureaux, est-ce que c'est un mix de tout ça, ça va réagir différemment au forçage atmosphérique. Et donc ça va permettre d'estimer les besoins en climatisation pendant l'été, mais aussi en chauffage pendant l'hiver, qui vont aussi évoluer en fonction du réchauffement climatique. Et tout ça, ça permet aussi de simuler donc, les émissions de CO2 vers l'atmosphère.
liées aux aménagements qu'on fait, à l'usage des bâtiments qu'on a, etc. Le problème, c'est que pour utiliser un modèle, il nous faut quand même des données pour décrire la ville. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à avoir et assez hétérogène. Donc il y a des villes qui ont des bases de données très fines, où on peut avoir chaque pied d'arbre d'alignement, qui est dans une base de données sous système d'information géographique. Sauf qu'ils n'auront pas les bâtiments, ils n'auront pas les arbres dans les jardins. Donc déjà, c'est que partiel. Et après, il y a des villes qui n'ont pas du tout de base de données, qui n'ont pas de système d'information géographique, voilà, parce que voilà, c'est des compétences qu'on peut avoir, mais que dans des villes qui ont quand même des agences d'urbanisme ou vraiment des grosses structures techniques. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé là à nouveau un autre projet interdisciplinaire pour réussir à avoir ces données-là et pour aussi interagir avec les agences d'urbanistes, avec les collectivités pour demander mais de quoi vous avez besoin comme données. Voilà. Donc il y avait nous ce dont on avait besoin comme données, et après qu'est-ce qui était pertinent aussi pour eux. Alors ce qui était pertinent, c'est l'échelle du pâté de maison. Alors, je ne sais pas si vous imaginez d'un point de vue du météorologue devoir aller jusqu'à l'échelle du pâté de maison pour décrire un phénomène, c'est extrêmement fin. Et on ne pourra pas de toute façon faire la prévision déterministe à ces échelles-là. Mais on peut donner quand même de l'information. Donc, ce qu'on veut, donc là, on a travaillé sur essayer d'avoir de l'information à cette échelle-là, ce qui permet de plus facilement dialoguer avec les interlocuteurs des autres disciplines, et qui permet aussi, quand on veut faire tourner avec une maille de 500 mètres, bon, on fait un carré là, on calcule la moyenne à l'intérieur, et puis ça nous donne la hauteur moyenne des bâtiments, par exemple, dans la maille. Donc, ça permet de faire les deux, la modélisation et les interactions entre disciplines. Donc ça a été fait grâce à un projet en utilisant les données de la BD Topo de l'IGN, où on a tous les bâtiments en France, on a aussi les cours d'eau, etc. Donc là, on a fait un premier projet, on l'a fait sur 50 agglomérations, et là, on est en train de le faire sur toute la France. Enfin, nous, pas nous. Les géomaticiens du LabSTIC, qui est un laboratoire CNRS et Université de Bretagne Sud, à Vannes. Parce que ça, ce n'est pas des choses que peuvent faire des gens de la météo. En interagissant avec les architectes, on a pu aussi identifier quels sont les types de bâtiments. Et des choses que nous ne paraissaient pas forcément indispensables, c'est est-ce que le bâtiment, c'est un bâtiment fermé avec une cour à l'intérieur? Est-ce que c'est des bâtiments ouverts le long de la rue? Est-ce qu'ils sont disjoints, pas disjoints? C'est des problématiques qui sont d'intérêt pour les architectes et pour les urbanistes. Donc là, ça permet aussi, donc ils ont travaillé pour essayer d'identifier automatiquement les typologies de bâtiments par pâté de maison. Et donc ça nous permet après aussi d'améliorer notre modélisation. Donc comment est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin dans acquérir ces données? Nous, en météo, on aimerait bien faire la même chose, mais à l'échelle du globe pour faire, dans quelques années, du climat global à haute résolution avec les villes. Donc on va se dire, on peut utiliser OpenStreetMap, qui est l'avantage d'être une base de données à peu près homogène en format sur l'ensemble du globe. Et donc, si on travaille sur les données OpenStreetMap, on peut calculer de la densité de bâtiments, des densités de routes, d'auteur de bâtiments, enfin les mêmes paramètres sur d'autres villes. Donc là, c'est un exemple fait sur Helsinki. Voilà. Donc avec exactement la même méthodologie que ce qu'on a développé avant sur la France. Alors là, il y a un petit problème, c'est que OpenStreetMap, donc bon, déjà, ça a un gros avantage, c'est quelque chose de participatif, donc c'est quelque chose qui vient à la base du citoyen et qui représente les villes. Il y a les agences de cartographie comme l'IGN, par exemple, ont aussi quelquefois donné des informations à OpenStreetMap, style toutes les empreintes de tous les bâtiments en France, par exemple. Voilà. Le problème, c'est que c'est très hétérogène en qualité. C'est homogène en format, mais alors en qualité, il y a des endroits où il y a les routes, mais il n'y a pas de bâtiments. Il y a des endroits où il y a les routes, les bâtiments, mais il n'y a pas les hauteurs de bâtiments. Et ça, c'est le cas général. Hein. En France, quelquefois, il y a 2-3% des bâtiments dont la hauteur ou le nombre d'étages est renseigné. Donc quand on veut calculer des paramètres humains, ça veut dire qu'il va falloir faire des approximations. Et puis il y a des endroits où il n'y a pas les routes non plus, quoi. Donc
où en fait la donnée n'est pas encore forcément très utilisable. Mais comme ça a vocation à s'enrichir dans le futur, on se dit on peut parier là-dessus pour faire de la cartographie. Après, il y a d'autres méthodes un peu innovantes. Donc là, par exemple, c'est Ariane Middle à l'université Arizona State University qui utilise les données Google Street View pour dire, voilà, quelle est la forme urbaine dans ma ville. Donc elle a fait plusieurs villes aux États-Unis, et puis elle a fait Paris aussi, au passage. Donc avec l'idée, c'est de voir, voilà, par exemple, on veut regarder est-ce que l'endroit où je suis est encaissé ou pas. Donc par exemple, là, la rue est assez encaissée. Ça va se traduire par un paramètre qui s'appelle le Skyview Factor, qui va être proche de 0. Et sinon, si c'est quelque chose, un espace qui est complètement ouvert, on voit bien le ciel, et ça va plutôt être une place ou un grand boulevard, ce paramètre va être proche de 1. Et donc Google Street View, ça permet de voir, d'identifier est-ce qu'il y a beaucoup de ciel ou pas. Et donc en faisant ça de manière automatique, sur tout Paris, elle a pu cartographier ce paramètre, où on voit que dans les grandes places, style la Concorde, les quais, tout ça, c'est plutôt bleu, donc c'est très ouvert. Et que, par contre, la plupart des rues de Paris ont un Skyview Factor de l'ordre de 0,5, et puis des quartiers très denses, style le quartier latin, comme ici, a des rues très encaissées. Et ça va avoir un impact sur le piégeage radiatif, sur le fait que c'est des quartiers qui vont avoir plus de mal à se rafraîchir que d'autres. Voilà. Donc ça, c'est un paramètre qui permet d'expliquer des phénomènes. Donc maintenant, je vais présenter quelques études d'adaptation au changement climatique en ville. Donc, alors, le premier, c'est la climatisation. C'est je m'adapte parce qu'il fait trop chaud, égale je vais m'acheter une clim, je la pose sur mon balcon. Voire même, je pose le tuyau aux fenêtres ouvertes et puis je climatise. Et ça, c'est le rush des climatiseurs en 2004. Là, l'image qui est là, c'est j'ai un climatiseur à tous les étages, sur tous les balcons. Donc ça, c'est les villes chinoises. Alors, après, il faut se dire que même en France, on risque de ne pas pouvoir se passer complètement de la climatisation en 2100. Parce que ça dépend du réchauffement climatique qu'on va avoir. Mais dans les scénarios pessimistes, on risque de devoir climatiser. Et ça pose un problème parce qu'on consomme plus d'énergie en été, donc du coup, déjà, ça ne va pas aider à réduire le réchauffement climatique. Mais en plus, localement, ça a des impacts puisque la chaleur qu'on prend dedans, on la rejette dehors. Donc en gros, on aggrave le phénomène et on doit encore plus climatiser. Donc là, c'est un exemple qu'on a fait sur la canicule de 2003 sur Paris, où on voyait que sans rejet de climatisation, on avait un certain niveau de chaleur, mais avec des scénarios de climatisation pour 2030, on avait 2 degrés de plus la nuit dans les arrondissements les plus climatisés de Paris. Donc typiquement les arrondissements centres. Et ça, c'est un projet qui a été fait avec Clim2, qui est une société qui propose des réseaux de froid sur Paris. Donc pas des réseaux de chaleur, mais des réseaux de froid. Voilà. Qui permet d'éviter un petit peu ce phénomène de la climatisation à tous les étages. Donc plus on climatise, plus il faut climatiser. Et en plus, ça a aussi des impacts sociaux, puisque les gens qui ne peuvent pas se payer la clim, eux, ils vont souffrir encore plus. Donc, ces aspects-là. Et il y a des études aux États-Unis qui montrent ça, qu'effectivement, à New York, les gens les plus pauvres ne peuvent pas se payer la clim parce que ça coûte trop cher de la faire marcher et souffrent plus que les autres. Donc, il faut essayer d'avoir des leviers pour combiner à la fois l'adaptation et la mitigation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, la problématique là, c'est qu'il y a énormément d'échelles qui sont en jeu. Des échelles à l'échelle locale, sur les bâtiments, sur la végétation. Donc, on peut végétaliser, mais ça pose des questions sur... Ça va rafraîchir, mais il faut aussi avoir l'eau pour que la végétation ne meure pas ou soit pouvoir rafraîchissant. Donc, ça pose des questions sur la ressource en eau. Et sur l'organisation spatiale, par exemple,
si une ville est entourée de collines, comme c'est le cas à Stuttgart, c'est favoriser l'écoulement d'air frais pendant la nuit qui vient des collines jusqu'au centre-ville. Et dans Stuttgart, depuis les années 50, interdit des constructions d'immeubles dans ces couloirs de ventilation d'air frais. Donc au début pour des problématiques de qualité de l'air, et maintenant aussi pour des problématiques de température. Et il y a aussi donc un autre aspect qui est important, c'est tout ce qui est comportement à usage, donc sur le réglage des températures de clim ou de chauffage, hein, et ou l'usage de volets par exemple. Dans les zones méditerranéennes, on est habitué à fermer les volets l'été quand il fait très chaud pour pas que ça chauffe à l'intérieur. Ce n'est pas le cas dans le nord de la France. Et ce n'est pas possible dans les pays du Nord, style l'Angleterre, les pays baltes, etc. Parce que de toute façon, ils n'ont pas de volets. Parce que les maisons sont construites avec juste des rideaux en général à l'intérieur. Et donc, ça pose des problèmes comme ça. Voilà, donc juste quelques exemples. Donc ça, c'est l'étude de si on végétalise 50% des espaces qui sont ni de la route, ni des bâtiments, ni des jardins, donc qui sont des places, des trottoirs, des parkings, des trucs comme ça, est-ce qu'on peut rafraîchir un peu plus? Oui, alors on peut, effectivement, en période de canicule, là, on voit qu'on peut rafraîchir un peu plus de l'ordre de 1 à 2 degrés, la région parisienne. Donc c'est des choses qui peuvent jouer. Il y a un projet qui avait été fait donc, dans les années 2010, un des premiers projets qui était avec la ville de Paris, et qui voulait tester divers scénarios, dont un était l'arrosage des chaussées. Donc ça, on avait fait des scénarios avec le modèle maisonnage de rafraîchissement, donc on mouille les chaussées, on voit ce que ça donne. Et ça, après, ça a conduit la ville de Paris à mener 2 thèses expérimentales pour vérifier est-ce que ça s'applique vraiment sur leur territoire. C'est-à-dire que là, il y avait une étude d'abord plutôt théorique avec un modèle, et l'acteur territorial s'est dit, moi, je veux connaître un peu mieux ce qui se passe sur mon territoire. Je vois si je passe des laveuses, combien de temps ça rafraîchit, comment j'optimise le passage des laveuses, etc. Voilà. Sachant que eux, à Paris, il y a un réseau d'eau non potable, donc techniquement, c'est possible à faire. Voilà. Donc, et ça, ça a été mené donc, par Martin Hendel. Et enfin, un dernier exemple que je vais montrer d'études interdisciplinaires sur l'adaptation, c'est, mais si on veut prendre en plus en compte, on arrose les chaussées, on met de la végétation, mais la ville s'étend, comme on a vu. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est des études qu'on a fait avec les socio-économistes du CIRED à Paris, où le but c'était de simuler l'expansion de Paris et de voir quels étaient les impacts. Donc ça, on veut simuler l'expansion dans le futur, donc on valide d'abord sur le passé quand même. Donc ça, c'est Paris en 1900. Et après, avec leur modèle de microéconomie urbaine, ils peuvent simuler donc l'expansion de la ville de Paris. Donc on voit que la tâche urbaine est bien reproduite, mais elle est bien reproduite pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'ils valident aussi des données sur la densité de population, la densité de logement, le prix du logement en mètre carré. Donc là, c'est après 100 ans de simulation, voilà l'estimation du prix du logement par mètre carré à Paris. Voilà. Donc c'est moyenné sur la distance par rapport au centre de Paris. Chaque rond, c'est une commune, donc on voit qu'il y a quand même de la variabilité. Mais en moyenne, le modèle est bien capable de reproduire cette variabilité. Et donc ça permet ensuite de faire des scénarios d'urbanisation où on dit la ville est compacte, c'est-à-dire qu'on ne l'autorise plus à s'étendre, elle va juste se densifier sur elle-même. Ou alors, on laisse la ville grossir comme elle a envie de grossir, ou on fait pareil, mais on l'oblige à se verdir plus. Donc c'est typiquement ce qu'on peut voir là. Là, on va se retrouver avec des villes plus étendues dans le scénario de référence ou dans le scénario vert, que par exemple dans le scénario compact où la ville est limitée. Et donc ça permet d'estimer des impacts là c'est l'exposition au stress thermique des habitants. Donc le nombre d'heures passées en stress thermique fort, dans ces conditions qui devaient être des conditions caniculaires. On voit que donc, le scénario vert, les gens sont un petit peu moins stressés thermiquement que dans le scénario compact ou le scénario de référence. Voilà. Donc après, Paris, ce n'est pas une ville qui va s'étendre énormément dans le futur. Ce n'est pas comme des villes comme en Chine, comme en Afrique, où là, on a vraiment des explosions démographiques encore bien plus fortes.
Et le dernier point que je voudrais aborder, c'est sur la co-construction avec les acteurs urbains. Donc là, on arrive encore dans un nouveau pas dans l'interdisciplinarité. Voilà, c'est qu'on travaille donc avec les gens qui fabriquent la ville, de certaine façon. Donc typiquement, on a travaillé avec la Fédération nationale des agences d'urbanisme, qui regroupe 50 agences d'urbanisme en France. Et donc, l'idée, c'était de voir qu'on construire des indicateurs qui sont pertinents pour eux, synthétiser l'information, c'est-à-dire si on leur envoie des champs bruts de modèles météo, ils ne vont rien en faire, quoi. Même un peu traités comme on les fait classiquement, ça ne va pas être pertinent. Par contre, si on les trie par type de temps, par exemple, on va dire pour Toulouse, eux, on avait 10 types de temps, et eux, ils sont intéressés par en garder 4, le vent d'OTAN, le vent d'ouest, conditions anticycloniques d'hiver et conditions chaudes d'été. Voilà. Et avec ça, ils se disent, ça nous permet d'avoir une bonne vision du temps, des différents types de temps qu'on va avoir à Toulouse, et quels sont les impacts qu'on a pour ces différents types de temps. Et ça permet de synthétiser l'information, et donc ça, par exemple, c'est lié au chaleur urbain pour Paris, pour le type de temps, le beau temps d'été, par exemple. Et il est beaucoup plus faible dans les autres types de temps. Voilà. Et donc ça, c'est un exemple de réunion qu'on avait eu à l'agence d'urbanisme, par exemple, de construction de scénarios avec eux. Donc après, on leur apporte de l'information. Après, il y a la question de comment est-ce qu'elle peut être utilisable. Donc à différentes échelles d'abord. Donc ça, c'est par exemple tout ce qui est OAP. Alors OAP, je ne sais jamais par cœur ce que ça veut dire, c'est orientation d'aménagement et de programmation. Donc c'est en gros, c'est la collectivité qui va dire, donc, dans cette zone-là, vous allez pouvoir aménager, mais avec tel et tel critère. Et donc là, c'est typiquement l'échelle du quartier, quoi. Et donc là, c'est un exemple de comment on peut planifier, donc mettre des informations en lien avec le microclimat, en lien avec l'adaptation, dans ces documents d'urbanisme. Un autre exemple donc, qui vient aussi du projet MAPUS, qui vient de se terminer, c'est sur l'analyse des documents par des juristes. Donc là, c'est le plan local d'urbanisme, mais ils ont regardé aussi le SCOT, ils ont regardé des plans climat, ces choses-là. Et ils se disent, voilà, dans ces documents, sur quoi on peut jouer, dans quel article des documents on peut donner de l'information pour obliger à verdir, pour mettre des matériaux plus réfléchissants qui captent moins le soleil, ou des choses comme ça. Et donc en fait, ils ont analysé document par document sur plusieurs villes, et ensuite classifié sur la forme urbaine, par exemple la ventilation des rues et l'ombre portée des bâtiments, dans quel article de loi, donc de documents d'urbanisme, on peut intervenir. Donc là, c'est l'article 6, 7 et 8. Alors il dit ça. Donc ça, c'est un exemple de rédaction dans un SCOT, dans un PLU. Voilà. Et donc ça permet de donner des exemples aux différentes collectivités. Disent, voilà, telle collectivité a fait ça. On peut très bien donner des informations, donner des directives ou des incitations à cet endroit-là du document. Parce que sinon, après, les gens, ils ne savent pas forcément comment faire, quoi. Et donc, là, le dernier point, c'est sur la fourniture de cartes, parce qu'après, aussi, donc, les urbanistes, ils aiment bien les cartes. Et en fait, ce n'est pas juste qu'ils aiment bien, c'est qu'ils connaissent très bien leur ville. Et c'est un moyen de transférer de l'information co-construite. C'est-à-dire que là, c'est un croisement d'informations météorologiques et puis d'informations de zones urbaines spécifiques qui permet d'analyser les deux. Et enfin, donc, on a à la fin donc, co-rédigé donc, avec donc, une urbaniste, des sociologues, une juriste et puis un peu moi, mais pas beaucoup moi, un guide de recommandation donc, pour dire voilà, où est-ce qu'on peut justement synthétiser cette information, où est-ce qu'on peut trouver de l'information pour dire allez, vous pouvez faire ça et ça peut être mis à tel endroit, dans tel document. Donc ça permet justement de faire le lien entre typiquement la science, ce qu'on essaie de faire de manière interdisciplinaire en sciences, et essayer de l'appliquer dans les villes pour essayer d'avoir donc des villes qui sont plus vivables et qui sont plus durables dans le futur. Voilà. Donc c'est là-dessus que je voulais conclure, et puis je vous remercie pour votre attention.